Biden s'est réjoui que l'inflation du mois de juillet soit de 0%. Je suis en désaccord avec son optimisme. La seule chose qui est à 0%, c'est sa compréhension du fonctionnement de l'économie américaine. Il est complètement inconscient. On ne peut pas se vanter du fait que nous avons eu un seul mois où les prix déjà élevés n'ont pas augmenté. Ce n'est pas comme s'ils avaient baissé. Ils n'ont tout simplement pas continué à monter. Concrètement, si les gens avaient du mal à payer leurs factures à cause de l'inflation des prix, ils ont continué à en baver durant le mois de juillet. Ce qui aurait été bien, c'est que les prix baissent. Non seulement ça ne s'est pas produit, mais en plus la seule raison pour laquelle le chiffre global de l'inflation n'a pas augmenté tient au fait que nous avons finalement obtenu une baisse des prix du carburant. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup d'autres prix, comme ceux des aliments ou des loyers, ont continué à augmenter. Si on n'inclut pas le prix de l'énergie, l'inflation a augmenté de 0,3% sur le mois. Si on annualise cette augmentation, en la multipliant par 12, on obtient un chiffre assez conséquent, même s'il n'est pas aussi gros que ceux que nous avons obtenus dans les mois précédents. Ces chiffres sont sujets à des fluctuations, et il y aura toujours des mois plus inflationnistes que d'autres. Combien de fois l'année dernière a-t-on entendu des analystes, y compris des membres du gouvernement, affirmer que nous avions atteint un pic d'inflation? On nous a rebattu les oreilles avec ça pendant toute l'année 2021. Oui, nous avons peut-être atteint un pic temporaire. Peut-être qu'il se passera quelques mois avant que l'on voit une augmentation d'une année sur l'autre supérieure aux 9,1% que nous avons obtenu en juin. Mais il ne fait aucun doute dans mon esprit que nous dépasserons ce chiffre. Nous sommes loin d'en avoir fini avec ce problème d'inflation. Nous allons devoir vivre avec pendant des années, probablement jusqu'à la fin de cette décennie et peut-être même au-delà. Le simple fait de trouver un mois où nous n'avons pas eu d'augmentation significative et de crier victoire, à mon avis, ça revient tout bonnement à prendre les Américains pour des idiots. Cette récession est unique en son genre, comme il ne cesse de le répéter. Tellement unique d'ailleurs que beaucoup ne veulent même pas admettre que c'en est une de récession. Si on regarde les récessions des années 70, on constate qu'il y a eu une hausse des prix pendant la stagflation. Et c'est ce qui va se produire ici aussi, à mon avis. L'année dernière, j'ai prédit que l'économie américaine serait en recul pendant les 2 premiers trimestres de 2022, ce que peu de gens ont anticipé. J'ai aussi dit que l'inflation ne serait pas transitoire, qu'elle se renforcerait à mesure que l'économie s'affaiblirait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. La raison pour laquelle je crois maintenant que l'inflation va passer à la vitesse supérieure, à mesure que la récession dans laquelle nous nous trouvons s'aggrave, c'est parce que je crois que Powell va finir par faire pivoter la politique de la Fed. Il va abandonner sa lutte contre l'inflation pour combattre d'autres problèmes. La croissance négative, la hausse du chômage et une potentielle crise financière imminente ou déjà en cours. Je pense que Powell va choisir ce qu'il croit être le moindre mal. Il va faire le choix de combattre la récession, de soutenir les marchés financiers et de monétiser la dette publique afin que le Trésor n'ait pas à faire défaut. Je pense que la Fed va privilégier ses combats au détriment de celui contre l'augmentation des prix. Mais, contrairement au pivot de 1982 avec Volcker suite à une victoire contre l'inflation, je pense que Powell va pivoter cette fois malgré une défaite contre l'inflation. Cette fois, l'inflation va gagner. Lorsque nous reviendrons à des taux d'intérêt autour de 0% et que la politique d'assouplissement quantitatif recommencera, je ne pense pas que la Fed réduise de beaucoup son bilan. En tout cas, elle le réduira moins que la dernière fois, puisque la bulle financière actuelle rend cette démarche impossible. Et lorsque la Fed reviendra à une politique de relance économique, alors que le taux d'inflation sera au double, au triple, voire au quadruple de l'objectif à 2%, je m'attends à ce que les marchés réagissent de manière très différente à la façon dont ils l'ont fait par le passé. Historiquement, la Fed a pu justifier l'injection de nouvelles liquidités parce que nous étions en dessous des objectifs en matière d'inflation. Mais étant donné que cette fois, on excédera de loin l'objectif des 2%, je pense que les marchés ne vont pas acheter cet argent. Et toute cette masse monétaire créée pour stimuler l'économie et mettre un terme à la récession va mettre le feu aux poudres. Powell va mettre de l'huile sur le feu du problème qu'on a déjà. Et on va voir l'inflation atteindre de nouveaux sommets avec des chiffres plus élevés que ceux que l'on a actuellement. D'ailleurs, l'inflation réelle est probablement plus proche du double de ce qui est annoncé par le gouvernement. On peut d'ores et déjà dire que l'atterrissage ne se fera pas en douceur, puisque cela voudrait dire qu'on évite une récession. Suivant cette logique, notre avion s'est déjà écrasé. Ceux qui tentent de redéfinir le mot récession pour éviter de dire que nous sommes en plein dedans devraient savoir que le déni ne nous aidera pas à améliorer notre situation. Pour une raison qui m'échappe, tous ces keynésiens croient que l'inflation résulte de la croissance économique. Ils pensent qu'elle est causée par un surplus de travailleurs et qu'il faudrait augmenter le nombre de chômeurs pour s'en débarrasser. Toutes ces idées sont d'une telle absurdité qu'il n'y a que les keynésiens pour les inventer. L'inflation n'est pas causée par le secteur privé,
Elle n'est pas causée par la croissance, ni par les gens qui travaillent. À part peut-être ceux qui travaillent à la Fed et qui font tourner la planche à billets. La Banque centrale crée des liquidités pour monétiser la dette du gouvernement américain afin de maintenir le déficit budgétaire du gouvernement fédéral. En d'autres termes, la Fed imprime de l'argent pour acheter des obligations américaines. Et cet argent finit par rentrer dans l'économie réelle. Ce processus n'a rien à voir avec la croissance ou les gens qui travaillent. Au contraire, dans une économie réelle, plus la croissance est forte, plus les prix ont tendance à baisser. Car au fond, qu'est-ce que la croissance économique? C'est un accroissement de la production et donc de la quantité de biens et de services disponibles. C'est la loi de l'offre et de la demande. Si l'offre augmente et que la demande reste constante, les prix diminuent. Donc, économie plus productive égale baisse des prix. De même avec les travailleurs. Plus les gens sont employés de manière productive, plus leur rendement augmente. Et l'offre accrue de biens et de services exerce une pression à la baisse sur les prix. Au contraire, si vous ralentissez la croissance économique réelle, si vous mettez les gens au chômage, l'offre en pâtit. La production baisse et par conséquent, les prix augmentent, toutes choses égales par ailleurs. D'autre part, l'offre crée la demande. Les gens qui ont gagné de l'argent en produisant des biens et des services peuvent maintenant le dépenser et ainsi faire tourner l'économie. Ainsi, la demande qui vient de la production réelle ne fait pas monter les prix. En revanche, la demande qui vient du fait que le gouvernement ait donné gratuitement aux gens de l'argent créé ex nihilo, cette demande-là fait monter les prix, puisqu'elle n'est pas fonction de la production. C'est cette dynamique qu'on a pu voir à l'œuvre pendant le Covid, à une échelle sans précédent. On a vu des gens ayant perdu leur emploi en raison de la pandémie, mais qui ont quand même touché de l'argent du gouvernement, qui ont en fait été payés alors qu'ils ne travaillaient pas. Le pire, c'est que certains ont été payés 2 à 3 fois plus à ne pas travailler qu'ils ne l'étaient à travailler. Le fait que les gens consomment sans produire, c'est ça qui fait monter les prix. Une augmentation artificielle de la demande que l'offre ne peut pas suivre. À mon avis, la politique monétaire qu'il aurait fallu adopter en réponse au Covid aurait été de réduire la masse monétaire au lieu de l'augmenter, puisque la pandémie a forcé beaucoup de monde à arrêter de travailler. Le gouvernement américain aurait dû réduire ses dépenses au lieu de les décupler, ce qui aurait équilibré l'offre et la demande. Mais dans les faits, nous avons eu la pire combinaison possible de politique monétaire et budgétaire dans l'histoire du pays face à l'effondrement de l'offre. Ce que nous vivons maintenant n'est, je pense, que le début des conséquences de ce choix désastreux. Nous avons un long chemin à parcourir et c'est pourquoi je pense que l'idée que l'inflation a déjà atteint son pic est tout à fait absurde.